peut dire que les approches narratives existent depuis toujours. L'histoire de l'humanité, c'est aussi l'histoire de la tradition orale. Donc, la tradition orale où une personne pourrait parler de sa propre vie ou la vie de sa communauté par des contes, des mythes, des légendes, etc. Donc, toujours existé dans ce sens-là. Les premières réflexions, plus en sciences scientifiques, si on veut, autour des récits, on peut déjà remonter au siècle des Lumières, où on a une réflexion sur la place de l'individu. Et on voit apparaître les journaux intimes, donc qui appartiennent aux approches autobiographiques, si on veut, mais les premiers journaux intimes qui parlent aussi de cette dimension biographique de l'individu. En sciences sociales, on remonte un peu plus loin. On peut faire le lien ici avec les approches compréhensives, interprétatives ou constructivistes selon les traditions. Mais on peut voir ça très clairement déjà dans les travaux de Dilthey d'une part ou de Weber. Weber et toute la tradition allemande autour du Verstehen, la compréhension, vraiment dans cette idée de la subjectivité de l'acteur. Et là, on est en rupture, si on veut, avec les approches plus positivistes, où on parle des faits un peu objectifs, distanciés de l'auteur, à l'extérieur du sujet de la personne, et où les approches compréhensives, en contrepartie, c'est la subjectivité de l'acteur, c'est comment faire sens de son environnement, comment faire sens de sa vie, comment faire sens de du contexte social qui l'entoure, et ainsi de suite. On peut parler aussi, peut-être juste pour nommer une autre tradition qui existe beaucoup plus récent en fait, c'est les traditions plus thérapeutiques, donc on peut parler de psychanalyse aussi. Il y a une tradition psychanalytique dans la construction des récits narratifs, mais entre sciences sociales et psychanalytique, il y a quand même une distinction à faire, mais c'est quand même une tradition qui existe. Si on fait le lien avec les approches épistémologiques et surtout avec les approches interprétatives ou compréhensives d'abord, où on s'intéresse vraiment à la subjectivité de l'acteur et au sens que l'acteur donne à ses actes. Donc on pense ici le sujet, la personne, le participant, comme étant un acteur social capable de comprendre sa vie et d'agir sur sa vie. Donc, l'un des premiers objectifs des récits narratifs, c'est justement de donner la place de parole, créer un espace de parole pour les personnes de parler de leur vie. L'un des objectifs aussi, parce que souvent on situe les approches narratives dans les questions liées au parcours de vie. Donc, on parle on peut parler d'un récit de vie qui est une forme de récit. Un récit de vie, c'est la vie dans la longue durée. Longue durée peut-être de la naissance à la mort, comme ça peut être une partie significative d'une vie. Et l'objectif là, c'est de faire un retour réflexif de l'acteur sur son parcours de vie, comprendre les étapes de son parcours de vie et faire le lien aussi entre la singularité d'un parcours individuel, donc la personne, sa vie, à elle, et les structures sociales ou ce qui se passe dans la société plus largement. Si je donne un exemple peut-être précis, beaucoup de travaux qui ont été faits dans des approches biographiques ou narratives autour de la Grande Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ou encore de la Grande Dépression aussi, ou encore les parcours des femmes et le rôle des femmes. Donc, la biographie ou le narratif permet de situer l'acteur, la personne et sa réflexion sur sa vie, sa propre vie. Mais en même temps, en mettant plusieurs récits ensemble, on permet d'aller au-delà de l'individu et la partie unique de sa vie et le situer dans les processus sociaux plus larges. Donc, la Grande Dépression, le rôle de la guerre, ou quel impact ça a eu dans les parcours de vie, comment la situation des femmes a changé à travers le temps. Donc, il y a ce lien, quand on parle d'objectif, ce lien entre parcours individuel et parcours de la société ou d'une collectivité plus large aussi. On peut donner des exemples assez tôt en sciences sociales. L'un des meilleurs exemples, ou les exemples les plus fréquemment utilisés, par exemple, c'est les travaux de l'École de Chicago. On parle là
entre autres, il y en a d'autres exemples aussi, mais du paysan polonais. C'était des travaux de Thomas et Zanicki autour de 1918-1920, je crois, mais où on a fait des parcours de migration de personnes ayant migré aux États-Unis. Donc, à partir de lettres, des lettres qui étaient en partie dans le pays d'origine et en partie des personnes qui étaient immigrées aux États-Unis. Et c'était le premier vrai corpus, si on veut, narratif qu'on exploitait comme source de données. Un autre très fréquemment cité, c'est celui de Oscar Lewis. Oscar Lewis qui a écrit Les enfants de Sanchez. Et les enfants de Sanchez, c'était une famille mexicaine. On l'appelle, il a été beaucoup critiqué aussi, mais on l'appelle une autobiographie d'une famille mexicaine. Mais en fait, ce n'est pas la famille qui a elle-même écrit le récit. C'est un récit qui a été écrit par le chercheur dans une tradition anthropologique, ethnographique. Donc, la famille elle-même est illettrée. Donc, il y avait beaucoup de critiques autour du forme de récit. Mais quand même, une lecture absolument fascinante et l'un des premiers exemples aussi des récits narratifs. Les objets, en fait, peuvent être multiples. C'est comme la majorité, je vais dire, mais la majorité des approches qualitatives, les outils de collecte en approche qualitative, peuvent toucher à une diversité d'objets. Mais les biographies ou les approches narratives que j'ai vues, la plupart, plusieurs, ont porté sur la migration, ont porté sur les parcours de chômage ou les parcours professionnels. Ils ont porté sur, comme les exemples que j'ai donnés sur la Grande Dépression, on pourrait parler des récits de vie ou des récits narratifs avec des personnes itinérantes. On fait les trajectoires de vie. On pourrait voir ça avec des jeunes, les parcours de jeunes ou les parcours de personnes âgées, par exemple. L'idée de base, l'objet en tant que tel, l'idée de base, c'est encore cette subjectivité de l'acteur sur sa vie, réflexion sur sa vie. Et surtout, il y a une dimension temporelle, pas nécessairement chronologique, souvent, pas nécessairement, mais il y a cette dimension temporelle de faire une réflexion sur les étapes de vie ou certaines étapes de vie dans un certain approfondissement. Donc, les objets peuvent vraiment être très, très, très variés. Je travaille surtout, par exemple, dans le domaine de la migration. Donc, j'ai utilisé des approches biographiques, différents types d'approches biographiques ou narratives, avec des personnes immigrantes ou encore avec des professionnels qui travaillent auprès des personnes immigrantes. Donc, avec les personnes immigrantes, un des exemples de projet, c'est un projet qu'on appelle le roman familial, où on a monté des romans, donc des récits qui sont entre 35 et 75 pages, avec les familles autour de la migration. Encore dans cette idée d'une sorte de temporalité, où il y a le passé qui rejoint le présent, où il y a une certaine continuité dans le passé migratoire, donc le pays d'origine, les valeurs, les normes, les transmissions, et avec la période post-migratoire. Donc, il y a certaines façons de voir et penser et faire des choses où il y a une continuité entre ce passé migratoire et la période post-migratoire. Donc, on a travaillé beaucoup autour des thèmes de la migration. Qu'est-ce qu'on amène du passé au présent? Quels sont les héritages? On a parlé beaucoup autour des questions de normes qui changent beaucoup en contexte migratoire, mais qui sont ajustées, modifiées à partir d'une base déjà existante. Donc, ça, c'est un exemple avec des personnes en tant que telles, personnes migrantes en tant que telles. Mais on a aussi utilisé ce qu'on appelle un récit de pratique professionnelle, plus précisément, où on fait des récits avec des professionnels qui travaillent avec des personnes immigrantes. Et dans ce cas-là, l'une des choses en particulier qui ressort, c'est la place de la migration dans les parcours des professionnels. Il y a beaucoup de professionnels dans ce domaine-là qui ont été des migrants eux-mêmes. Et comment se passer en tant que migrant et le fait d'avoir passé des étapes migratoires, comment ça entre dans le dialogue avec les personnes immigrantes qui sont les personnes qu'elles aident, en fait. Donc ça, c'est un autre exemple de projet que nous avons fait. On peut dire qu'il y a quand même beaucoup de similarités et de complémentarité entre la majorité des approches en qualitative, pour commencer.
L'une des différences qui distingue les approches narratives ou biographiques avec d'autres approches, c'est l'approfondissement ou la profondeur et la durée. Question de durée, parce qu'une approche narrative, il y a différentes approches narratives, mais en général, ce sont des récits d'une relativement longue durée. On peut donner l'exemple d'un récit, un entretien semi-directif qu'on utilise beaucoup, ou semi-structuré, qu'on utilise beaucoup en analyse qualitative, qui habituellement va être d'1h30, 2 heures, parfois plus court, parfois un peu plus long. Un récit peut prendre une structure similaire à un entretien semi-directif, mais elle va être plus longue. Ça va durer plus longtemps. Ça peut être 2 heures, 3 heures, 6 heures, 8 heures. Ça peut être sur plusieurs séances. C'est l'approfondissement qui est différent. Si on prend la théorisation ancrée plus spécifiquement, en fait, je les vois comme étant entièrement complémentaires. Parce que le récit narratif, par exemple, d'une durée de 6 ou 8 heures de narration, comme exemple, la théorisation ancrée va aller chercher des catégories ou des thèmes émergents à partir de ce que la personne va dire. Donc, on peut utiliser un récit narratif et appliquer une approche ancrée qui sera d'aller chercher le sens donné, mais à partir de la base, plutôt qu'à partir des catégories qu'on a au départ, parce qu'il y a toujours dans un récit certaines catégories au départ, même s'il y a une très grande flexibilité laissée à la personne pour déterminer un peu le parcours du récit, en fait, ou le cheminement du récit. Mais la théorisation ancrée va permettre d'aller chercher les sens par la base, plutôt que les théorisations déjà placées par le ou la chercheur, par exemple. Si on prend l'exemple de l'ethnographie, l'ethnographie, dans un sens très générique ou général, l'ethnographie, c'est une observation d'un contexte social. Ça peut être une communauté, ça peut être un village, ça peut être un groupe quelconque. L'ethnographie peut prendre plusieurs outils de collecte, et souvent c'est le cas, ils utilisent plusieurs outils de collecte. Le récit de vie ou d'autres formes de récits narratifs peuvent être une forme de collecte parmi d'autres. La différence que je vois spécifiquement entre l'ethnographie et récit, le récit, c'est l'individu. On prend l'individu et son contexte à lui. On prend le sens que lui, il donne à son parcours ou à sa vie ou à son contexte social. Donc, on est encore très ancré dans l'individu et sa subjectivité. L'ethnographie, la plupart du temps, l'ethnographie, c'est un contexte social. Le contexte d'une communauté, le contexte d'un groupe, le contexte d'une observation plus large. On s'intéresse aussi aux structures sociales, normes sociales, mais partagées par un groupe. Donc, on peut voir ce lien entre l'individu, qu'on va retrouver dans le récit, et entre d'autres techniques d'observation dans l'ethnographie, comme étant complémentaires, parce qu'on a cette complémentarité entre l'individu et encore la singularité de son parcours, et entre le contexte social qui est le focus ou le cible de l'ethnographie. Donc, je dirais qu'ils sont complémentaires et récit peut être un outil de collecte parmi d'autres dans une ethnographie plus large. Je devrais peut-être d'abord répondre de façon plus générale, pas juste pour les récits, mais quand on parle d'approche qualitative en général, il y a de grands débats autour de cette question-là. Quelle est la place du sujet? Et je peux vous référer aussi à un auteur clé, malheureusement décédé il y a pas très très longtemps, qui est Gilles Houle, qui a beaucoup parlé de la place du sujet, et entre autres spécifiquement dans les approches narratives ou les approches biographiques. Mais si je parle plus spécifiquement là pour le récit, de façon générale, la personne ou le sujet devrait occuper une place centrale et très importante. Et ce devrait être à cette personne-là de définir en partie ou en totalité les thématiques abordées, les catégories abordées, sa façon de donner sens. Ce n'est pas comme ça que ça se passe tout le temps. Mais on peut faire la distinction ici entre, par exemple, une approche autobiographique. L'autobiographie, c'est la personne qui parle de sa vie. C'est la personne qui est responsable de l'organisation, la structure totale de son récit.
c'est son récit, c'est lui qui est le narrateur, c'est lui qui l'écrit ou le met sous forme orale aussi. Donc, il n'y a pas du stimulus qui est donné de la part d'un chercheur, par exemple, ou des catégories au départ. Les approches biographiques ou une biographie avec une personne, il y a nécessairement une personne tierce qui est impliquée. Personne tierce est par exemple le chercheur. Souvent, le chercheur va avoir quelques catégories d'analyse au départ, ou des thématiques, des grandes thématiques. Donc déjà au départ, il y a une certaine signal donné, une orientation donnée au narrateur ou la personne qui fait la biographie ou qui parle de sa biographie. Donc déjà au départ, la place du sujet est un peu déplacée. C'est pas le sujet qui parle de façon complètement autonome, mais il y a quand même une grande flexibilité, une souplesse en principe qui devrait donner à l'acteur pour parler de sa vie à sa façon. Très différent des approches très directives en entretien, par exemple. Une approche très directive, donc où la question est donnée et on veut une certaine homogénéisation ou standardisation dans les réponses parce qu'on voudrait idéalement être capable de comparer les réponses d'une personne à l'autre. Donc, on s'éloigne de ça dans les approches narratives parce qu'on veut cette singularité, on veut ce qui est unique, on veut ce qui est similaire aussi, mais on se penche sur le sens de l'acteur. Donc, c'est très important d'aller chercher ça. Ça, c'est dans la collecte de données. Donc, essayer de donner le plus de temps et de place possible à la personne. Beaucoup de flexibilité pour diriger son propre récit. Parfois, ça va dans tous les sens, tout azimut. Le chercheur doit contrôler un peu cette tout azimut pour ça ne va pas trop loin, mais il doit intervenir le moins possible dans le récit. Ce qui crée des problèmes, pas des problèmes, mais des défis, si on veut, lors de la codification, dans une prochaine étape. Parce que ce n'est pas des réponses claires, question, réponse. Donc, on doit aller chercher un sens à travers tout le récit et ramener ça, faire un sens autour de ça, ce qui est plus difficile, plus complexe et plus intéressant d'un point de vue analytique, mais plus difficile. Si on parle du sujet dans l'analyse, donc on va une étape plus loin. Dans l'étape analytique, et ça s'applique à toutes les approches qualitatives aussi, on a différentes postures analytiques. On a des postures où on peut parler de coproduction de sens ou coproduction de l'analyse, où on va inviter la personne à s'impliquer dans l'analyse en tant que telle. Donc, faire la construction de sens, dégager, émergente, donc on est un peu dans la théorisation ancrée, dégager du sens à partir de son récit, de façon en tandem avec le ou la chercheur. C'est une posture. Une autre posture, c'est une question de temps, d'habilité de la personne, d'intérêt, motivation de la personne aussi, qui ne voudrait pas forcément faire l'analyse. Une question de temps, mais aussi de le comment faire, ne pas se sentir capable, etc. Et où l'analyse peut être faite pour le ou la chercheur, ou parfois en groupe de chercheurs, où il y a plusieurs personnes qui lisent un récit et dégagent aussi des thématiques émergentes, mais où il va y avoir après ce stade une validation avec la personne. Donc l'étape de validation vise à voir à quel point l'analyse du récit correspond ou non à ce que la personne elle-même aurait fait de sa propre biographie. Et ensuite, c'est le va-et-vient entre l'analyse faite par le ou la chercheur ou les chercheurs dans le cas d'un groupe et la personne. Et dans cette validation, il y a aussi une modification de l'analyse. On est encore dans une forme de coproduction, mais plus distanciée que la première forme. Et la troisième forme, qui peut être critiquée, mais c'est très courant aussi, où l'analyse est faite uniquement à partir du point de vue de le ou la chercheur ou le groupe de chercheurs, où il n'y a pas de validation nécessairement ou de va-et-vient, de transformation de l'analyse avec le input de la personne à qui appartient la biographie. Les trois postures existent. Il n'y en a pas un qui est meilleur que d'autres. Il y a beaucoup de méthodes mixtes là-dedans aussi. Mais on pourrait dire la même chose pour les entretiens semi-directifs aussi ou d'autres formes d'approche qualitative.
On va parler, je vais peut-être donner un certain nombre de termes qui sont utilisés. Parfois pour dire la même chose, parfois non, et parfois c'est tout mêlé, tout ça ensemble. On peut parler de récit de vie, on peut parler de récit de parcours, on peut parler de récit de pratique, on peut parler de récit collectif, par exemple. Donc, si je prends ces grandes catégorisations-là, un récit de vie, juste de façon générale, peut avoir différentes définitions. Récit de vie, c'est la vie dans la longue durée. On parle souvent dans les études plus américaines, peut-être sur le cycle de vie, ou life cycle studies, parcours de vie. Donc, dans la longue durée, c'est vraiment la majeure partie d'une vie. C'est une réflexion sur les étapes de vie et le cheminement des étapes de vie. Donc, le récit professionnel, c'est le parcours professionnel. Ça peut être commencer à très jeune âge, enfance. Quelles étaient vos premières aspirations pour une profession, par exemple? La première fois que vous avez pensé à un métier. Quel était l'apport de vos parents? Vos parents, est-ce qu'ils avaient influencé vos choix ou vos idées? Ou est-ce qu'il y a eu des personnages significatifs dans votre vie qui vous ont peut-être orienté? Ou est-ce qu'il y a... Pardon, je ne pouvais pas empêcher. Moi non plus. Je suis désolée. Ça me donne un petit break et on va revenir sur ça. Je suis vraiment désolée. Non, ça va, mais tu as très bien fait ça, par exemple. J'avais soif de toute façon. OK, on va reprendre ça à partir de récit professionnel, peut-être. D'accord. On peut donner l'exemple des récits de parcours professionnels. Récit de parcours professionnel peut être dans la longue durée aussi. Donc, on va prendre la vie dans sa longueur, mais on va orienter le récit spécifiquement autour du parcours professionnel. Donc, on peut prendre, par exemple, un jeune, un enfant, et ses premières aspirations en emploi. Quelle était l'influence de ses parents pour déterminer ou influencer les choix professionnels? Ou l'influence des personnages significatifs pour parler aussi de l'influence. On peut parler aussi de la formation. Donc, on va parler du parcours de formation dans le temps. Donc, encore cet élément temporel, si on veut. Les bifurcations, donc le changement d'orientation qu'il y a dans le temps en termes de formation, et ensuite le parcours professionnel en tant que tel, les étapes du parcours professionnel, les bifurcations encore. Qu'est-ce qui a changé? Le sens réflexif, la subjectivité donnée autour des moments de transition dans le parcours de formation et le parcours professionnel. L'exemple des parcours... l'exemple des récits collectifs comme un autre exemple. Donc, récit collectif, c'est souvent lié à une tradition de recherche que je n'ai pas mentionnée tantôt, une tradition de recherche qui est la recherche-action. Recherche-action, recherche participative ou encore la recherche-intervention. Il y a de légères différences, mais comme ensemble, où on utilise le récit pour valoriser une communauté ou un groupe, pour émanciper un groupe, peut-être pour revendiquer des droits ou lutter pour quelque chose de spécifique. Donc, le récit collectif, la plupart du temps, est lié à des groupes qu'on pourrait nommer marginalisés ou exclus, où on veut donner une place. Il y a une visée politique dans ces récits-là. Donner un espace de parole, créer un espace de parole. Donc, le récit peut prendre plusieurs formes. Ça peut être plusieurs récits individuels, mais autour d'un enjeu de lutte. Et on fait la mise ensemble de ces récits individuels pour en faire un récit collectif. Ça peut être un récit collectif dans le sens que plusieurs personnes vont se prononcer à tour de rôle comme un parole de groupe. À tour de rôle, vont se prononcer encore sur un objet de lutte ou vont parler de leur parcours individuel dans cette lutte, mais vont être en situation de groupe, par exemple. Un exemple précis d'un récit collectif que j'ai vu récemment, fait par un autre professeur au département de communication sociale et publique, à la retraite actuellement, qui est Jacques Réaume, qui a fait un récit collectif avec un organisme communautaire qui s'appelle Multicaf. Multicaf qui est une cuisine collective.
et qui dessert aussi, mais pas uniquement, dessert donc une population défavorisée, aussi en partie une population immigrante, mais pas exclusivement. Ou le récit collectif, c'est aussi le récit de l'historique d'un organisme, un organisme qui dessert une collectivité, de là le lien à la collectivité, dessert une collectivité depuis, j'oublie, 25 ans ou plus de 25 ans. C'est la place des acteurs qui ont mis en place cette forme d'aide ou l'organisme, et aussi la place des acteurs, c'est-à-dire des personnes qui fréquentent l'organisme. Dans le but, un but politique aussi, dans ce sens de voir comment il y a un engagement social autour d'un organisme, comment il y a ce va-et-vient aussi entre intervenants et personnes aidées, parce que les personnes aidées, en fait, deviennent aussi des intervenants. Donc, à voir comment on crée un espace social par l'organisme et un espace de parole encore pour les personnes qui sont souvent marginalisées, défavorisées ou exclues de la parole, donc comme exemple. Qui est un récit de famille. On peut appeler aussi récit familial. Le roman familial est un type spécifique de récit familial, et il y a d'autres termes. Mais l'idée d'un récit de famille peut être de prendre une famille comme unité d'analyse. Dans le récit collectif que j'ai nommé tantôt, c'est un organisme, mais un organisme ou une collectivité, un groupe ou une communauté. Là, dans le récit de famille, l'unité d'analyse, c'est la famille. Et habituellement, on fait un tour de parole à différents membres de la famille. Différents membres de la famille, ça peut être fait encore comme le récit collectif, chaque individu qui fait un récit de façon distincte. Et ensuite, c'est la mise ensemble des récits individuels qui donnent différents points de vue sur un enjeu familial, un enjeu ou l'histoire familiale. Ou ça peut être un récit familial dans le sens d'un récit de groupe où il y a plusieurs personnes à qui on donne la parole, donc tout le monde en coprésence, où on leur donne une thématique précise et toute la famille se prononce sur cet enjeu, mais ensemble. Donc c'est un dialogue, un acteur va parler, ensuite un deuxième acteur, ensuite un troisième acteur. Si je peux faire une analogie ici avec le récit de famille et l'intervention familiale, parce que l'un des autres buts des récits narratifs, il y a but de recherche, but recherche-action, mais dans certaines recherches-actions, il y a aussi un but visé qui est un but d'intervention. Donc, dans le récit familial, on voit ça très bien. Si on a un enjeu comme violence conjugale, par exemple, qu'on peut aborder côté recherche ou côté recherche-intervention pour essayer de changer des choses dans la famille, on peut faire des récits de façon individuelle avec différents membres de la famille pour avoir des points de vue différents. Parce que c'est très rare, en fait, dans une famille ou dans un groupe, c'est très rare que les personnes ont exactement le même point de vue sur un même objet, un même sujet. L'idée là, c'est de dégager le sens que donne chacun des acteurs à un événement familial. Et à partir de ces sens, c'est de travailler ces différents sens pour essayer d'aller vers une convergence ou trouver aussi les situations de malentendu. Où est-ce qu'il y a eu manque de communication? Ça aide aussi à cibler ces manques de communication et de travailler autour de ces manques de communication-là aussi. Un autre exemple peut-être de récit, c'est ce qu'on appelle le récit croisé. Récit croisé, c'est encore dans cette idée de prendre plusieurs points de vue, où on peut prendre, je donne un exemple précis autour de la migration. C'était la migration de réfugiés mon souvenir, c'était Albonnet, mais c'est possible que je me trompe de lieu, où on a pris le point de vue du réfugié, le point de vue de l'agent de l'immigration, le point de vue du travailleur social, le point de vue des membres familiaux qui sont restés dans le pays d'origine, etc. Donc, de dégager autour d'une problématique qui, là, c'est la migration et le refuge, différents points de vue de différents acteurs qui interviennent autour d'une problématique. Donc, le récit croisé, c'est l'idée de croiser différents points de vue sur une même problématique. L'une des traditions en recherche qu'on peut appeler la sociologie clinique utilise beaucoup le récit sous différentes formes et utilise beaucoup le récit comme technique de collecte ou technique d'intervention ou technique de formation aussi. Mais peut-être distinguer là d'abord, mais la sociologie clinique en général, l'idée de la clinique, c'est l'idée de la proximité. Clinique ici pris dans son sens d'origine. Le mot clinique en tant que tel renvoie
à la proximité, habituellement pensée dans une dimension médicale, qui était la proximité du patient. Mais si on élargit dans le social, les sciences sociales en général, l'idée de la clinique, c'est la proximité, pas aux patients, mais proximité à la communauté ou proximité aux personnes et des problématiques sociales. Donc ça, de façon globale, c'est ce qu'on peut appeler la sociologie clinique. Il y a à l'intérieur de la sociologie clinique deux grandes traditions, si on veut. Un qui est une tradition plus psychanalytique. On pense ici au réseau qui est autour, par exemple, de Vincent de Goljac et l'Institut de sociologie clinique à Paris. Dans cette tradition psychanalytique, le récit de vie ou d'autres formes de récits narratifs prennent une forme où c'est encore l'individu qui parle de sa vie, son parcours de vie, donc les exemples que nous avons donnés tantôt. Mais dans l'analyse qui en est fait, c'est un retour sur le psychique, un retour sur la personne, sa façon d'interpréter et en lien avec catégorie de la psychanalyse. Donc ça, c'est une façon. L'autre tradition dans la sociologie clinique qui se dégage un peu, qui est un peu différenciée de la tradition française, on va le retrouver beaucoup aux États-Unis par exemple, la sociologie clinique qui est beaucoup plus là ancrée dans la communauté, dans ce qu'on appelle là la recherche-action, recherche-intervention ou encore la recherche participative. Très ancrée dans les approches de dynamique de groupe, par exemple. Et là où on va s'intéresser à comment le récit peut être utilisé pour animer la recherche-action, animer une communauté. Les exemples que j'ai donnés tantôt sur les récits collectifs se situent plus dans ces approches-là de la sociologie clinique. Utiliser le récit comme outil d'empowerment ou d'appropriation de pouvoir pour des groupes ou des communautés. On a ces deux traditions en sociologie clinique qui sont les traditions françaises d'une part et les traditions américaines. La tradition américaine est très liée à ce qu'on peut appeler l'organisation communautaire ou action, peut-être plutôt, action communautaire. Au Québec, si je ne sais pas si on peut parler d'une tradition québécoise, mais on peut parler d'une certaine forme de sociologie clinique qui se distingue un peu du modèle français et du modèle américain aussi. Donc, qui est un peu un hybride entre modèle français et modèle américain. Et on peut voir aussi, juste pour donner des exemples précis, où le récit peut être utilisé aussi dans un lien direct à l'intervention. Donc, il y a cet aspect recherche-action, recherche-intervention, mais on voit beaucoup le récit, par exemple, utilisé en intervention en travail social, pour donner un exemple. Et encore dans ce but de donner sens, que l'acteur donne sens à son parcours de vie ou une problématique particulière. Et en donnant sens, il construit du sens et ça l'amène dans l'action, agir, changer sa façon. Au Québec, il y a un livre très intéressant qui est sorti en 2012 par Céline Niel et d'autres personnes aussi. Il y a une analogie très intéressante où on peut faire ce lien entre recherche et intervention. Fait l'analogie avec un boulanger. Donc le récit comme une œuvre d'un boulanger. Où la première étape d'un récit, c'est le dire. Dire, c'est sortir les paroles. Dire, c'est l'individu pour parler de sa vie, pour sortir le sens, mais un peu chaotique, un peu pêle-mêle, n'importe comment. Deuxième étape, après le dire, c'est le pétrir. Ça, c'est le boulanger. Pétrir, donc bouger, travailler le sens. C'est revenir sur ce sens qui est donné. C'est travailler, c'est reconstruire des choses, c'est mettre des choses ensemble, c'est les restructurer, c'est essayer de faire du sens à partir des dires qui sont un peu chaotiques. Et la troisième étape, c'est l'étape de l'agir. L'agir, c'est de prendre les paroles dites au début, la parole retravaillée, et ensuite agir sur ces paroles. C'est cibler un problème et agir sur les problèmes. On peut l'étendre, là c'est l'individu, dans l'intervention, mais on peut l'étendre à une collectivité aussi. Le fait de faire un récit collectif, par exemple, c'est le dire. D'abord, des personnes, plusieurs personnes qui disent ou parlent autour d'une problématique. Un peu pêle-mêle aussi, chaotique, pas de structure à ça nécessairement. Deuxième étape, c'est revenir sur ces paroles. Essayer de faire sens, de
construire le collectif à partir de l'individuel. Et ensuite, dans l'agir, c'est l'agir collectif, c'est la revendication, c'est la lutte, c'est revendiquer un droit à la cité, par exemple. Et voilà toute la question. Il faut dire que les récits narratifs, comme ils ont une structure, ils sont moins structurés habituellement qu'un entretien semi-directif, beaucoup moins structuré qu'un entretien directif. La structure d'un récit peut aller un peu dans tous les sens. Il faut qu'il y ait une certaine direction ou orientation à tout ça, mais il demeure que l'analyse d'un récit de vie ne se fait pas question par question, ou rarement, question par question. Habituellement, on doit prendre le récit dans l'ensemble parce qu'on doit tenter d'établir une cohérence du début à la fin, une cohérence entre les différentes parties. Et ces dires dont j'ai parlé dans les 3 étapes d'un récit, ces dires peuvent être comme pêle-mêle à travers le récit. Donc, le défi, si on veut, c'est pas un problème d'analyse, c'est la complexité de l'analyse, mais c'est aussi l'intérêt des récits aussi. C'est cette construction de sens, comment elle se construit au fur et à mesure de ce récit aussi. C'est là où, parce que souvent en analyse qualitative, on utilise des logiciels d'analyse, NVivo, Atlas, il y en a d'autres aussi. Le grand défi, ça s'applique aussi à d'autres approches qualitatives. Le grand défi de ces logiciels, c'est la fragmentation des données. Le récit est centré sur la subjectivité individuelle, donc on veut comprendre la personne dans son ensemble, ou son récit, d'au moins, dans l'ensemble. Le défi de ces logiciels, c'est qu'on doit nécessairement avoir des catégories d'analyse qui arrivent au départ. On peut en ajouter par la suite. Il y a de l'émergent possible en utilisant les outils aussi, mais souvent, il y a quand même une grande catégorisation au départ. Donc, on doit découper le récit et le mettre dans ces catégories-là. Mais en découpant les récits, on a aussi la fragmentation de cette cohérence. Donc, vraiment, le défi ultime du récit, c'est cette perte de sens. Un autre enjeu qu'on peut voir dans l'analyse qualitative des récits, c'est la question de la place donnée au sujet. Idéalement, un récit, c'est la parole de l'acteur qui devrait prendre sens. Ce débat, on voit dans les sciences sociales en général, c'est à quel point l'interprétation devrait venir du chercheur ou de la chercheure, ou à quel point c'est le sujet lui-même qui devrait faire émerger ce sens. Mais ce débat existe pour les récits narratifs aussi. Mais idéalement, quand on prend l'une posture ou l'autre, idéalement, on veut rester le plus près possible des paroles, de ce que dit la personne, et de moins proche au dire du ou de la chercheur. De là, lorsqu'on a parlé tantôt aussi de la place du sujet dans le récit, dans l'analyse aussi, où tout l'intérêt, pas toujours possible ou réaliste ou faisable, mais l'intérêt lorsque possible, qu'il y a une validation ou une construction de sens avec le ou la participant ou participante aussi. Une première consigne que je donnerais pour utiliser des récits narratifs, c'est vous intéresser aux histoires. Écoutez les histoires, parce que les récits narratifs sont des histoires, c'est pas des fragmentations de données. La personne devant vous est un individu avec une histoire. Donc, c'est de vous passionner pour les histoires. Ça, c'est un premier consigne. Dans la collecte de données en tant que telle, donc dans l'entretien ou les séances d'entretien, parce que ça peut se passer sur plusieurs séances aussi, c'est être le moins directif possible. Parce que l'un des grands pièges, si on veut, du récit narratif, c'est justement la directivité dans l'entretien. Donc, la posture du chercheur ici doit être une quasi-absence. Donc, présence, évidemment, parce qu'il faut poser des questions. Il faudrait toujours, je propose toujours aux personnes d'établir une grille de questions. Cette grille peut être très détaillée, mais il faut jamais utiliser cette grille dans tout son détail. L'idée, c'est juste d'avoir ces questions ou ces questionnements en tête qu'on peut relancer la personne. Si la personne est en panne, parce que ça peut arriver dans un récit comme n'importe quel type d'entretien,
Si la personne est en panne, on peut sortir de son coffre à outils, son grille de questions, on peut sortir une question pour relancer. Mais c'est un relance. C'est jamais un questionnement très directif. Idéalement, dans le récit aussi, on veut avoir des surprises. Pas des grosses surprises, mais on s'intéresse aussi aux surprises que la personne peut nous amener. Donc, lorsqu'on a fait, par exemple, son projet de mémoire ou un projet de thèse, et on a déjà une idée des questionnements, on a déjà une première idée de ce qu'on souhaite trouver ou espère trouver. On a nos hypothèses, si on veut. Mais le récit, parce que c'est un approfondissement plus que d'autres formes de collecte, dans cet approfondissement aussi, c'est la surprise. C'est la personne qui va nous déconcerter avec une réponse auquel on ne s'attendait pas du tout. C'est une façon de voir, concevoir une problématique ou un enjeu ou sa vie qui va complètement, ça va nous désarçonner un peu. Mais ces surprises font partie aussi de ce que c'est un récit et c'est ce qui fait la passion aussi des récits. En tant qu'outil aussi, c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise de parler. La situation d'entrevue en analyse qualitative de façon générale est parfois une situation un peu artificielle. Peut-être dans une salle assez carrée, dénuée d'atmosphère parfois, si c'est dans un milieu universitaire par exemple. Et une table, une enregistreuse, déjà l'enregistreuse devient une sorte d'ennemi ou une sorte de quelque chose qu'on voudrait oublier dans la situation d'entrevue. Donc, on veut faire oublier à la personne aussi ces éléments contextuels. Et une façon de les faire oublier, c'est de sortir d'autres outils. Il y a la grille de questions déjà, qui est mémorisée, qui n'est pas devant nous, on ne lit pas une grille d'entrevue. Mais des outils comme une photo, par exemple, pour ouvrir la parole. Donc, commencer par un outil qui va ouvrir la parole et ensuite aller avec les questions. Proposer à la personne d'amener une photo significative qui a un lien avec la problématique étudiée, de se prononcer un peu autour de la photo. Ça peut être dans les récits familiaux, par exemple. Ça peut être l'utilisation de l'arbre généalogique. De placer les acteurs familiaux de façon relativement informelle, de les placer. Ça peut être d'écouter un petit bribe de vidéo ou d'un film. Ça peut être de faire un dessin si on parle d'un travail où il y a des enfants impliqués. Donc, d'utiliser aussi d'autres supports qui peuvent aussi surprendre. Un objet significatif. D'amener un objet qui leur est significatif et en lien avec la situation d'entrevue. Donc, l'idée, c'est de libérer la parole en utilisant toutes les techniques possibles, imaginables, en utilisant la créativité aussi pour libérer la parole. Si je parle des technologies de l'information et de la communication, l'éthique en particulier comme outil, je n'en ai pas utilisé personnellement, mais j'ai pensé à une forme qui pourrait être particulièrement intéressante. Parce qu'on voit sur l'Internet l'existence de, ça peut être des blogs, ça peut être des chats, ça peut être toutes sortes de récits qu'on retrouve, des récits de voyage, par exemple, qu'on retrouve sur l'Internet, qui sont facilement accessibles. Et il y a des éléments biographiques. Donc, biographiques, voulant dire qu'il y a on pourrait faire des retours sur la biographie de la personne. Il y a des éléments biographiques dans ces blogs ou les chats ou les récits de divers types. Et on pourrait faire une analyse à partir de matériaux déjà existants qui seraient ces blogs ou ces récits. Mais les technologies peut être aussi pour construire des récits qui pourraient être pensés comme un dialogue sur le long terme. Parce qu'un récit, c'est cette temporalité aussi, c'est la construction sur une période de temps. Ça pourrait être un retour sur un long terme avec certaines questions posées, un temps de rédaction, je parle directement sur l'Internet ou par courriel ou ainsi de suite, et ensuite un retour en deuxième phase et un retour par la suite. Donc, je vois bien comment l'éthique pourrait être utilisée comme instrument de collecte, mais encore avec les mêmes consignes pour un récit narratif de façon générale. Le moins de directivité possible. Encourager la parole et encourager à prendre des
tangentes ou des directions différentes. Donc, une écoute à la personne et laisser la personne toute la place pour s'exprimer, pour éviter justement la fragmentation dans la construction de sens.